Salut les Poképods, bienvenue sur Pokémon. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2024. J'espère que vous avez bien pu vous reposer avec votre famille et que vous êtes d'attaque pour ce deuxième semestre. Donc, je me présente, je suis Emilien, Kinémilien sur le forum et le Discord. Et aujourd'hui, nous allons voir ce premier cours qui est l'introduction au champ cardio-respiratoire, la partie 1, et je ferai la partie 2 dans une autre vidéo. Donc, continuons. Tout d'abord, le programme en kiné cette année. Donc, il y aura des vidéos sur Moodle et des cours en présentiel. Donc, moi, je m'occuperai de l'histoire de la kinésithérapie et de l'intro au champ cardio-respiratoire. Je n'ai pas jugé pertinent de faire une vidéo sur l'histoire de la kiné car ce n'est que des dates. Et Ilona, ma co-tutrice, aka Ilona Vicolum sur le forum et le Discord, s'occupera du champ musculo-squelettique ainsi que des mesures et échelles en neuroéducation et d'un petit cours sur le blessé médulaire, Parkinson et cérébelleux. Il y aura normalement 4-5 heures en présentiel cette année et je vous invite vivement à y aller car le prof expliquera sûrement des notions qui ont été abordées dans les vidéos et fera sûrement des entraînements. Donc tout d'abord, nous allons voir la première séquence qui est les généralités. Il y aura 5 séquences en tout et je ferai 2 séquences dans cette première vidéo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que kinésithérapie? Alors kinésithérapie, ça vient de kinésie qui veut dire mouvement et thérapie qui veut dire soigner. Le corps est en perpétuel mouvement, il est toujours à la recherche d'équilibre. Donc lors d'une consultation, le kiné devra être capable de comprendre le problème, d'énoncer le problème, de pouvoir le reformuler et de co-construire une conduite thérapeutique avec une stratégie de résolution de problèmes avec le patient et les autres soignants, comme le médecin. Donc, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un professionnel de santé, un bon professionnel de santé? Tout d'abord, il faut être capable d'agencer ses connaissances, c'est-à-dire d'agir avec le patient, avec des interactions et évaluer les situations de soins, la balance bénéfice-risque. Il faut aussi savoir réfléchir sur sa propre action, en évaluer son action, les conséquences, et réajuster ses objectifs et les moyens mis en œuvre. Et tout cela fera partie de notre quotidien durant l'exercice de toute notre carrière professionnelle. Nous avons aussi des valeurs du kiné qui sont très importantes, à savoir la bienveillance, le respect et l'éthique. Continuons ensuite avec quelques notions d'anatomie et de physiologie. Alors, on pourrait les opposer, puisque l'anatomie, c'est l'étude des structures du corps, donc où se situe cette structure dans le corps, etc. Alors que la physiologie, c'est plus l'étude des fonctions. Donc, la fonction rénale, la fonction hépatique, le cœur, le poumon. L'anatomie aussi s'attache à la description des organes et du rapport entre eux, de leur position postérieure, antérieure, vous le reverrez en anatomie, alors que la physiologie, c'est plus la qualité des organes et leurs propriétés. Néanmoins, l'anatomie et la physiologie sont indispensables. L'une ne marche pas sans l'autre. On ne peut pas vraiment les dissocier, en fait. On ne fait pas d'anatomie sans physiologie et de la physiologie sans l'anatomie. On ne va pas étudier la fonction du cœur sans vraiment savoir où il est et son rapport avec les autres organes. Ensuite, l'organisation du corps humain, elle est faite de telle sorte à ce que l'être humain vive de manière homéostasique. Et ce, grâce à divers éléments. Donc, tout d'abord, nous avons la chaleur qui va permettre des réactions chimiques, la pression qui va permettre la respiration, car lors de la respiration, la pression va être négative lorsque l'on va inspirer, le diaphragme va s'abaisser, et elle va être positive lorsqu'on va expirer pour que le diaphragme remonte. L'eau, ensuite, va permettre le fonctionnement des métabolismes. L'oxygène va permettre la combustion, de pouvoir fabriquer de l'énergie à partir des nutriments dont on se nourrit. Et justement, la nourriture va permettre d'apporter les fournitures, les matériaux de base au corps humain, donc les lipides, les glucides, les protéines, mais aussi les sels minéraux, etc. Tout ce qui est indispensable au fonctionnement de notre corps humain. Ensuite, nous allons aborder quelque chose de très très important qui est tombé l'an dernier à l'examen, donc c'est les constantes. Donc ce sont des généralités. Vous devez sûrement en connaître plusieurs, mais nous allons quand même faire quelques rappels.
Donc, la température du corps humain est de 37 degrés Celsius au niveau homéostasique. La glycémie est de 1 gramme par litre. La pression artérielle diastolique est de 8 centimètres de mercure, ce qui est équivalent à 80 millimètres de mercure. Et la pression artérielle systolique à 12 centimètres de mercure, donc c'est 120 millimètres de mercure. Normalement, d'avoir une pression artérielle normale de 12,8. 12,8, c'est ça. Et la volémie est de 5 à 6 litres de sang chez un individu normal. Passons ensuite au gaz du sang. Donc, nous avons le pH, potentiel hydrogène, qui doit être compris entre 7,38 et 7,42. La pression partielle en oxygène qui doit être supérieure à 90 millimètres de mercure, ce qui est égal à environ 12 kilopascales. La pression partielle en dioxyde de carbone, en CO2, qui doit être comprise entre 38 et 42 millimètres de mercure, ce qui correspond à 5 à 6 kilopascales. Et la saturation artérielle en O2 qui doit être de 98%. Ensuite, les rythmes. Donc, nous avons deux grands rythmes, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Donc, au repos, normalement, le rythme cardiaque est de 70 battements par minute, plus ou moins 10 pour l'adulte, il y a quelques variabilités. Et le rythme respiratoire est entre 12 à 20 cycles par minute au repos pour l'adulte. Il est en moyenne de 14. Alors, quelques petits QCM pour voir toutes ces notions. Donc, c'est les poké-questions à choix multiples, les PQCM. Donc, à propos des constantes, indiquez les propositions exactes. Donc, je vais vite fait les lire et après, vous pourrez mettre pause sur la vidéo et je ferai la correction tout de suite après. Donc, la PO2 doit être supérieure à 100 millimètres de mercure, la réponse A. B, la glycémie doit être égale à 2 grammes par litre. C, la SPO2 doit être de 98%. D, la pression artérielle diastolique doit être égale à 12 centimètres de mercure. Et E, toutes les propositions sont fausses. Vous pouvez mettre pause. Moi, je vais passer à la correction. Tout est faux. C'est la réponse E qui est juste, puisque la PO2 ne doit pas être supérieure à 100 millimètres de mercure, mais à 90 millimètres de mercure. La glycémie doit être égale à 1 gramme par litre. Ce n'est pas la SPO2, la saturation pulsée en O2 qui doit être de 98%, mais la saturation artérielle. La pression artérielle diastolique doit être égale à 12 centimètres de mercure. C'est faux. C'est la pression artérielle systolique. Et voici un autre petit exercice qui se détache un petit peu des QCM et qui vous fera travailler tout autant. Donc, vous allez devoir relier chaque élément au rôle qu'il joue dans l'homéostasie. Donc, je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et moi, je vais faire la correction. Donc, la chaleur correspond bien aux réactions chimiques. La pression, c'est grâce permet la respiration. L'eau permet le fonctionnement des métabolismes. L'oxygène permet la combustion. Et la nourriture permettra la fourniture des matériaux de base. Donc, je rappelle les glucides, lipides, les protéines, sels minéraux, etc. Donc, c'est la fin de cette première séquence et nous allons aborder la séquence 2 qui va parler de l'anatomie et de l'appareil respiratoire. Donc, nous allons commencer par les limites osseuses. Donc, premièrement, en postérieur, vous pouvez le voir ici, nous avons le rachis qui correspond à la colonne vertébrale. Plus en avant, il y a les côtes et les côtes flottantes qui sont liées à cette colonne vertébrale. Et plus en avant, il y a le sternum et les côtes relient la colonne vertébrale au sternum. Là, ici, on peut revoir le sternum avec les différentes parties que vous reverrez en anatomie. Donc, nous allons voir les insertions musculaires des muscles, comme le prof nous les montre dans les vidéos. Donc, il y a trois plans que nous allons voir. La paroi antérieure, la paroi latérale du tronc et la paroi postérieure du tronc. Commençons tout de suite par la paroi antérieure du tronc avec le premier plan. Le premier muscle, c'est le petit pectoral. Donc, le petit pectoral, il s'étend de la coracoïde de l'omoplate qui est juste ici, omoplate qui est maintenant appelée la scapula, et il va jusqu'aux côtes 3, 4 et 5. Donc, vous avez numéroté ici la côte 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on peut le voir avec Visible Body aussi. D'ailleurs, Visible Body sera votre meilleur ami dans ce second semestre pour la kiné, les insertions musculaires, et également en anatomie. Vous le savez sûrement déjà.
Deuxième muscle de ce premier plan, le sous-clavier ou le subclavier. Donc, il part du bord inférieur de la clavicule ici et il va s'insérer jusqu'à la première côte, où c'est un tout petit muscle ici avec visible body que l'on peut revoir. Le deuxième plan. Donc, en deuxième plan, nous avons le grand pectoral. Donc, le grand pectoral, il s'étend de la clavicule et du sternum jusqu'à l'humérus et aux côtes 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est la version du professeur. Vous verrez peut-être sur Internet en faisant des recherches, par exemple, qu'on parle qui va des côtes 2 à 6. Donc moi aussi, je lui avais posé la question, j'avais posé la question au tuteur l'an dernier qui lui avait posé. Il a dit qu'il fallait retenir ses insertions à lui. Donc c'est des côtes 3, 4, aux côtes 3, 4, 5, 6, 7. Le grand pectoral a une forme triangulaire, comme on peut le voir ici, et il a un impact très fort en kiné dans l'inspiration. C'est très important, je vous ferai des pièges cette année, inspiration, expiration, c'est l'inspiration. Ensuite, deuxième muscle de ce second plan de la paroi antérieure, le grand droit. Donc le grand droit, il s'étend des côtes 5, 6, ici à peu près, jusqu'à l'appendice xiphoïde du sternum ici, et il va s'insérer en distal sur le pubis. Il est essentiel dans les mouvements respiratoires parce qu'il va donner de la force au diaphragme. Et le troisième muscle de ce second plan, c'est le grand oblique ou oblique externe. Donc, il part des côtes 5 à 12 et va s'insérer jusqu'à la paroi antérieure de l'abdomen. Donc, il fait tout ça ici. Second plan, seconde paroi, la paroi latérale du tronc. Donc, il y a plusieurs muscles et le professeur ne va en parler que d'un seul. Et le plus important pour lui, c'est le grand dentelé, qui est le dentelé antérieur. Donc, il va s'étendre de la paroi de la scapula, ici, comme on peut le voir, jusqu'aux côtes 2 à 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il possède un nerf spécifique qui pose des problèmes pathologiques, le nerf de Charles Bell. Très important. Passons ensuite à la paroi postérieure du tronc. Et en fait, tous les muscles de la paroi postérieure du tronc permettent la station érigée, la station debout, de se tenir debout. Donc, nous avons au premier plan le petit dentelé. Donc, le petit dentelé, il va partir de la partie postéro, donc le dos supérieur des vertèbres C7 à T3, et de la partie postéro-inférieure des vertèbres T11 ou T12 à L3, pour aller jusqu'aux côtes 2 à 5 et aux côtes 9 à 12. Donc ici, le professeur dit que c'est les vertèbres T11 à T12, car selon la littérature, ça peut dépendre, mais c'est que dans ce cas-là qu'il y aura le choix entre deux vertèbres. Sinon, à chaque fois, si on décale d'une vertèbre, c'est faux. Alors, comme pour retenir plus facilement petit dentelé et grand dentelé jusqu'avant, pour la paroi postérieure, dites-vous que petit dentelé, ça commence par P, postérieur aussi, donc PP, petit dentelé, paroi postérieure. On continue ensuite avec le deuxième plan, donc le rhomboïde, c'est ce muscle ici. Il part des vertèbres C7 à T4 et va s'insérer en distal jusqu'à la scapula. Le troisième plan, dans ce troisième plan, il va y avoir trois muscles. Donc, le premier sera le trapèze occipital. Donc, il part des vertèbres C1 à T11. C1 ici, vers la première vertèbre cervicale jusqu'à la 11e vertèbre thoracique. Petit rappel, il y a 7 vertèbres cervicales et 12 vertèbres thoraciques. Et il va s'insérer en distal jusqu'à la scapula ainsi que la clavicule. Ici, la scapula et la clavicule, et ici aussi. Et deuxième muscle, le grand dorsal, il part des vertèbres T7 à T12, T7 à T12 et L1 à L5. Il y a 5 vertèbres lombaires. Et il va s'insérer un distal sur le sacrum, la crête iliaque et l'humérus. Il a une innervation en C4, c'est très très important. Et c'est le muscle sauveur du paraplégique, car c'est le seul muscle qui va relier les ceintures scapulaires et pelviennes. D'ailleurs, je me suis tombé, il n'y a que deux muscles dans la paroi au troisième plan, le trapèze occipital et le grand dorsal.
Donc, on passe ensuite au défilé cervico-thoracique. C'est très important aussi. Il y a une question l'an dernier à l'examen. Donc, le défilé cervico-thoracique, c'est la première côte. Première côte qu'on peut voir ici. Le plexus brachial SNP, l'escalène, le muscle sternocléido-mastoïdien, ainsi que les muscles sous-hyoïdiens. Donc, on a ici une deuxième image avec le SCM sternocléido-mastoïdien ici, l'escalène antérieur, moyen et postérieur ici, ainsi que le thyroïdien, omoïdien, sternohyoïdien ici. Donc, c'est des images que j'ai prises sur Visible Body parce que le prof ne donne pas d'image et il dit que c'est à nous d'aller chercher plus loin tout seul. Donc, voilà, je vous montre des images. Là aussi, ce n'est pas des images tirées des vidéos du prof, mais vous le verrez si vous les regardez. Passons ensuite à la cage thoracique. Donc, la cage thoracique, il y a différentes orientations. La flexion-extension, comme on peut le voir ici, qui est de 40 degrés. On a aussi une inclinaison latérale droite-gauche de 20 degrés pour la droite et 20 degrés pour la gauche, ce qui fait 40 degrés d'inclinaison générale. Et on a aussi une rotation vertébrale qui est de 50 degrés à peu près au niveau du rachis. Là aussi, apprenez-les, c'est facile et je vous ferai beaucoup de pièges cette année dessus. Donc, la cage thoracique, elle doit être mobile. Pardon. Car elle doit permettre des mouvements à l'ensemble des structures et notamment des poumons lors de la respiration. Ensuite, le DTA, c'est un muscle très important. Comme on l'a vu plus tôt, c'est le muscle inspiratoire principal et il est essentiel à toute la rééducation respiratoire, essentiel pour le kiné. Donc, il possède un diamètre latéral et antéro-postérieur qui permet la mobilité et la solidité. On le verra sur la diapo juste après. C'est un muscle digastrique en deux parties qui est géré par le centre phrénique. Il est composé de piliers et de deux coupoles. Donc la coupole gauche et la coupole droite. La coupole droite est plus haute car elle est rehaussée par le foie. Et la coupole gauche est 2 à 3 travers de doigts en dessous. Et vous le reverrez aussi en anatomie générale. Donc le DTA, il est innervé entre C4 et C6 par le nerf phrénique. Ça aussi, c'est très important à retenir. Donc, on voit ici le diamètre antéro-postérieur ainsi que le diamètre latéral. La coupole droite qui est plus haute que la coupole gauche. Et aussi très important, l'aorte est une artère qui traverse le diaphragme. Très important à retenir. Passons ensuite aux voies aériennes supérieures. Donc, les voies aériennes supérieures sont composées de la sphère ORL, donc le nez, la cavité nasale plus la bouche. Le pharynx qui est constitué de trois parties, le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Du larynx, de la trachée supérieure ainsi que le conduit cartilagineux. Alors, nous avons la carène qui est la bifurcation trachéale donc en T5. Donc, et c'est là, à partir de là que nous allons avoir la branche principale droite et la branche principale gauche. La branche principale droite est verticale, plus verticale que la branche principale gauche, qui est plus horizontale et plus longue, car elle est enjambée par la crosse de l'aorte. Donc, s'il y a l'inhalation d'un corps étranger, il y aura plus dans la branche principale droite. Et pour finir, nous avons le poumon. Donc, le poumon qui est un organe essentiel de la respiration. Il est constitué de lobes et de scissures. Donc, il y a le poumon droit et le poumon droit et le poumon gauche. Donc, il y a la scissure oblique du poumon gauche qui sépare le lobe supérieur du lobe inférieur. Et le lobe droit, il a trois lobes et il a deux scissures. Donc, il y a la grande scissure qui sépare le lobe inférieur du lobe supérieur et du lobe moyen, et la petite scissure qui sépare le lobe supérieur du lobe moyen. Encore des petites questions à choix multiples, donc je vous laisserai faire pause. À propos des insertions musculaires, indiquez là où les propositions exactes. Donc, le grand dorsal s'étend des vertèbres T7 à T12 et L1 à L5 jusqu'au sacrum, crête iliaque et humérus. Réponse B, le grand droit s'étend des côtes 5 et 6 jusqu'à l'impace xiphoïde du sternum. C, le trapèze occipital s'étend des vertèbres C1 T11 jusqu'à la scapula et clavicule. D, le grand dentelé égale dentelé antérieur s'étend de la scapula jusqu'aux côtes 2 à 9. Et E, toutes les propositions sont fausses.
Ok, correction. Tout est juste. Oui, là, j'ai pas fait de piège. Tout est bien juste. J'espère que vous avez fait juste. Si vous avez fait faux, c'est pas grave. Si vous venez juste de voir le cours et vous allez voir, ça va rentrer assez vite. Et je ferai aussi une fiche récap sur les insertions et ça rentrera tout seul. Pour finir, je vous laisse avec des petites questions flash. Donc, je ne mettrai pas la correction. Je vous laisserai aller voir après dans le cours ou revoir la vidéo pour la correction. Donc, première question, je voudrais que vous me donniez le plus de constantes dont vous vous souvenez, les gaz du sang, les rythmes, les généralités. Ensuite, combien la paroi antérieure du tronc comporte-t-elle de plans? Troisième question, quelles sont les insertions du grand dentelé? Quatrième, quelles sont les insertions du petit dentelé? Et cinquième question, la cage thoracique a combien de degrés de flexion et d'extension? Et voilà, c'est la fin du cours. Merci de m'avoir écouté. Donc, on se revoir sur la prochaine vidéo qui sera la deuxième partie de l'introduction au champ cardio-respiratoire. Le deuxième semestre commence. Tenez bon. Vous allez voir, il sera beaucoup plus passionnant et agréable que le premier semestre. Personnellement, c'est ce que j'avais pensé. Et n'oubliez pas que Petit Magikarp deviendra Grand Léviator.